Et à tous, je dois d'abord dire à quel point je suis heureuse et émue et aussi très honorée d'être ici. Je remercie infiniment l'équipe organisatrice, je suis vraiment très impressionnée par ce que vous réalisez chaque année depuis si longtemps. Et donc très très grand merci, beaucoup de gratitude parce qu'on a vraiment besoin de ce genre de rassemblement où on peut puiser des forces, où on peut reprendre du courage quand on en manque, parce que c'est vrai que évidemment on sera tous et toutes d'accord avec ce constat, la situation est d'une extrême gravité et elle est à certains égards écrasante, désespérante, et justement ça fait partie de la logique en cours qui est celle d'une sorte de machine de guerre, une sorte de rouleau compresseur. C'est toujours l'image qui vient. Chaque jour, finalement, chaque jour, on apprend une régression sociale, une attaque, et c'est vraiment l'idée qu'un bulldozer veut nous écraser et veut aussi nous assigner à la résignation. Et donc cette assignation à la résignation, c'est comme ça, évidemment ça date pas d'aujourd'hui et il n'y a pas d'alternative, ça fait partie justement d'un système. Et donc je suis d'autant plus reconnaissante à l'égard de toutes ces initiatives qui sont formidables d'enthousiasme et d'énergie solidaire. Alors, la première question que je voudrais poser... Ah oui, pardon, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Ludivine Montini et donc je suis historienne. Je travaille beaucoup sur l'histoire des mouvements sociaux, des soulèvements populaires, des révolutions. J'ai écrit des ouvrages d'histoire sur ces sujets. Le dernier s'appelle « Nous ne sommes rien, soyons toutes », l'histoire de femmes en lutte et de lutte féministe depuis la Révolution française. Et puis j'ai écrit plusieurs essais plus directement politiques, dont le dernier, aux éditions du Croquant, s'appelle « Battre l'extrême droite ». Et justement, avec Hugo Paletta aussi, dans un autre ouvrage, et Hugo a eu l'occasion de venir ici, il en était très heureux, ce livre s'appelait « Face à la menace fasciste ». Ce qu'on a pu essayer d'établir, c'est qu'évidemment, on ne peut pas déconnecter cette phase où, comme l'a très bien montré Christelle, l'extrême droite est banalisée, institutionnalisée, respectabilisée, et pas seulement en France, il faut y revenir, me semble-t-il, où justement on a énormément de régimes qui installent une forme de fascisation. La fascisation, c'est pas nécessairement le fascisme au pouvoir, mais ce sont des formes d'accélération justement de tout ce qui relève de l'opposition, de la destruction de toute forme d'opposition, de tout ce qui relève aussi du culte du plus fort, des pulsions d'ailleurs masculinistes, virilistes, et qui entendent placer une forme de racialisation. Donc je rejoins bien sûr ce que tu as dit, Christelle, de racialisation, de nationalisme exacerbé, au-delà de tout, et il s'agit aussi, pour cette idéologie et ce système de pouvoir, de briser toutes les formes de résistance et d'opposition, notamment des luttes, et en particulier des luttes de classe, mais pas seulement, on va pouvoir y revenir. Et cette fascisation, elle a lieu dans énormément d'endroits, donc y compris, c'est peut-être un premier argument pour combattre et battre l'extrême droite, c'est le fameux « on n'a pas essayé ». Donc évidemment, en France, on a essayé, ça s'appelait le régime de Vichy notamment, mais partout dans le monde s'installent des régimes d'extrême droite qui sont d'une extrême brutalité et qui visent d'abord une grande partie des classes populaires qui, pour autant, comme l'a aussi montré Christelle, sont en partie leur électorat. Donc c'est montrer justement la grande escroquerie idéologique et politique lorsque ces organisations qui prennent le pouvoir se prétendent défenseuses des classes populaires notamment et du peuple en général, alors qu'elles écrasent ces classes populaires par des politiques qui sont très antisociales, qui sont d'une violence antisociale. Donc on est dans une phase où on a un Netanyahou, dans une phase où on est contemporaine et contemporain d'un génocide. Alors le terme de génocide, il ne relève pas seulement d'un débat sémantique, et bien sûr que c'est une caractérisation qui mérite discussion, mais beaucoup d'historiennes, historiens, notamment israéliens, établissent, documentent et sourcent ce génocide depuis maintenant presque une année. Beaucoup de juristes et d'organisations internationales. Pourquoi j'insiste d'emblée sur cette dimension? C'est pour souligner à quel point, précisément, on ne peut pas se laisser écraser par ce rouleau compresseur quand on a cette responsabilité historique immense de faire face à une situation où, encore une fois, nous sommes contemporains d'un véritable génocide. Donc, Netanyahou, Modi en Inde qui a fait face, il faut se le rappeler, quand on se dit que bon, finalement, on n'est pas forcément à la hauteur de cette situation d'une gravité historique sans nom, il faut quand même se rappeler qu'on a assisté en Inde au cours de ces dernières années à une des plus
monumentale mobilisation avec une grève qui a touché environ 200 millions de personnes face à un pouvoir qui est un pouvoir très clairement fascisant. Alors je ne vais pas vous faire la démonstration de toutes ces formes de fascisation au pouvoir qui se passent aussi bien en Europe que de l'autre côté de l'Atlantique avec Milley ou avec Trump et Musk. On peut prendre quelques exemples, j'en prendrai 3 pour ce qui concerne l'Europe. Un qui est bien connu, c'est l'extrême droite de Meloni. Et donc une des premières mesures justement qu'elle a mises en place, ce qui a permis de faire la démonstration que on n'a pas essayé. Si quand on essaye, c'est une brutalité sans nom à l'égard des classes populaires et des classes moyennes, une des premières mesures qu'elle a prises, Meloni, en arrivant au pouvoir, c'est de supprimer l'équivalent du revenu minimal. Et donc ça a placé dans une détresse sociale gigantesque une grande partie de son propre électorat, même si, comme Christelle l'a souligné, c'est une grande partie de l'électorat populaire qui ne se tourne pas vers ces formations. Un deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est celui d'Orbán en Hongrie, et qui est de plus en plus clair justement sur ce qu'il entend faire. Là, il a eu des déclarations au cours de ces dernières semaines pour préparer les élections législatives, où il a dit clairement que si il gagne ces élections, alors il éliminera ses oppositions. Donc là, on est bien dans un des traits caractéristiques du fascisme. Et quand on nous dit, oui, on peut faire l'expérience de l'extrême droite, et puis après, on montrera ses limites, et on passera à autre chose, mais on voit avec l'exemple de Orbán et de la Hongrie que ce n'est pas le cas, parce que tout est mis en place, justement, avec une brutalité législative au pas de charge, pour écraser précisément toutes les oppositions. Ça a été le cas en Hongrie avec des mesures contre la presse indépendante, contre la presse d'opposition, des mesures d'intimidation, de censure, d'assèchement des financements publics et puis tout simplement de persécution à l'égard des oppositions. Et vous avez peut-être pu voir qu'il y a quelques semaines, l'organisation de la Marche des Fiertés LGBT en Hongrie a été purement et simplement interdite par le gouvernement. Et dans le cas de la Hongrie, il y a aussi des mesures antisociales qui sont caractérisées, notamment sur la retraite, notamment sur la baisse des salaires, notamment sur des poursuites engagées contre les fonctionnaires, contre les enseignants, contre les chercheurs qui se mobilisent contre ce régime. Un troisième exemple qui me semble-t-il est un peu moins connu, c'est celui de la Finlande. Parce qu'en Finlande, on se dit toujours, et il y a même des enquêtes qui sont menées à l'échelle internationale pour dire que la Finlande, c'est le pays supposément le plus heureux du monde. Et en fait, la coalition gouvernementale qui est au pouvoir depuis un peu plus d'un an maintenant, qui mêle une droite dure, qui est en fait une droite extrême et une extrême droite revendiquée comme telle, le parti des vrais Finlandais, c'est comme ça que ça s'appelle en Finlande, et bien cette coalition, elle met en place aussi une politique d'une rare brutalité sur le plan social, avec ces mêmes attaques qu'on retrouve sur la protection sociale notamment, et aussi de remise en cause des conventions collectives. Et il y a eu d'ailleurs l'année dernière, en février 2024, une énorme mobilisation, comme le pays n'en avait jamais connu dans son histoire, une énorme grève et des manifestations qui ont atteint 200 000 personnes, ce qui est vraiment beaucoup pour la Finlande, et la répression antisyndicale s'est vraiment abattue à plein. En fait, quand on fait tout ce constat, on peut se dire que quelle est la logique? On peut se demander dans quelle mesure c'est un système global qui appelle et qui a besoin justement de ces formes d'extrême droitisation de la politique. Il ne s'agit pas de comparer terme à terme avec les années 30 et de reprendre les analyses toujours extrêmement stimulantes d'un Daniel Guérin quand il nous parlait de fascisme et grand capital, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien de ça qu'il s'agit. On est dans une phase, moi j'ai même plus envie de l'appeler néolibérale, parce que en fait c'est un terme qui est quand même finalement une forme d'euphémisme, une forme d'édulcoration, parce que néolibéral, libéral, liberté, etc. Non, c'est une phase extrêmement violente d'extension généralisée de la logique du capital, justement, de la loi, de la marchandise, de transformer le monde en une marchandise généralisée, y compris dans les recoins, j'allais dire, les plus intimes de nos existences qui doivent devenir des marchandises. Or, cette extension généralisée de la logique du capital, elle trouve évidemment des résistances de toutes sortes, et il s'agit de plus en plus d'avoir recours, si on reprend le vocabulaire de Gramsci, à une manière de gouverner, et plus une manière de gouverner essentiellement par le consentement, mais par la contrainte et dès lors souvent la violence. Et je pense qu'on ne peut pas déconnecter l'analyse de la situation que l'on traverse aujourd'hui, non pas seulement dans ce pays, ici en France, mais dans bien des pays du monde, si on n'a pas en tête justement cette logique effarante
du capital. Et je rejoins bien sûr ce que disait Christelle sur la responsabilité d'organisations qui se sont dites de gauche, mais qui ont mené une politique très clairement de droite et qui ont contribué très largement à asseoir et à légitimer cette politique d'extension généralisée du capital. Il faut se rappeler par exemple de Jacques Delors. Alors il est mort il n'y a pas si longtemps et évidemment beaucoup d'hommages lui ont été rendus. Pour moi c'est une des pièces, alors c'est une métaphore, c'est une allégorie Jacques Delors, enfin peu importe l'homme si vous voulez, c'est une des pièces justement de cette brutalisation généralisée, de cette extension de la logique du capital. Jacques Delors, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances en 1981-82 et les années suivantes, il avait justement cet objectif d'imposer la loi du marché partout. Je pourrais revenir dans le détail si vous voulez soulever des questions là-dessus, mais ça me paraît très important de revenir à ce moment de bascule des années 80 qui était elle-même dans les pratiques politiques et sociales qui ont été menées une forme de réaction, c'était des années réactionnaires par rapport à la grande phase des années 68, de contestation radicale et d'anticapitalisme fort, et d'anti-impérialisme aussi, très puissant. Par exemple, Jacques Delors a permis que soit menée la désindexation des salaires par rapport au prix, et il a parlé d'une révolution à ce sujet. Et il disait d'ailleurs que le marché, la loi des entreprises, étaient comme des étoiles dans la nuit, voilà, aussi immuables que des étoiles dans la nuit. Et il s'étonnait d'ailleurs a posteriori, mais il s'en réjouissait, qu'il n'y ait pas eu finalement assez de lutte sociale pour faire face à cette nouvelle logique d'imposition du capital. Donc évidemment quelque chose de majeur s'est joué là. Alors, le que faire ? Le que faire, moi je pense que la première chose à faire pour battre l'extrême droite, même si on a une grande difficulté qui a été très très bien montrée par Christelle à l'instant et par toute cette sociologie, cette science politique, Benoît Coquart également, Félicien Faury, tu l'as cité, Violaine Morin notamment, qui travaille beaucoup sur ces questions, qui montrent en fait qu'en effet il y a une part d'irrationalité. On bute sur l'irrationalité et sur une forme de racialisation généralisée de la politique. Je ne dirais même pas d'ailleurs, parce qu'on entend ça parfois parmi nous, que c'est une manière le racisme imposé depuis les sommets de l'État, avec une politique qui est parfois de l'ordre d'un racisme d'État, ou d'une islamophobie aussi d'État, on pourrait y revenir. Mais c'est pas un prétexte, c'est pas une diversion. Ça, je pense qu'on peut pas tenir ce langage ou ce type d'analyse, parce qu'il y a vraiment un racisme jusqu'au plus haut sommet de l'État qui n'est pas uniquement une manière de faire détourner les yeux et de diviser la population. Ce sont des relents d'une longue histoire racialiste. Je dis racialiste à dessein, hein, c'est du racialisme, ça va être différent du racisme. Il faut quand même se rappeler que notre histoire, dans sa matrice, même dans sa matrice de Troisième République, Jules Ferry, c'était des gens qui disaient qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. C'est ce que disait Jules Ferry. Donc ce relent racialiste qui a hiérarchisé longtemps les races, qui les a essentialisées, et qui d'ailleurs pensait qu'il y avait des races humaines. On a pu démontrer grâce à la génétique que ce n'était pas le cas, mais c'est le berceau du racisme. Donc ce n'est pas un prétexte le racisme. Mais on est face à une situation où, justement, même quand on fait la démonstration que le programme de l'extrême droite est antisocial, c'est un programme qui favorise les plus riches, d'une part, et qui favorise parfaitement la loi de la reproduction du capital. Sa logique. On peut en faire la démonstration détaillée. Je peux vous en citer quelques mesures, parce qu'il me semble que pour battre cette extrême droite, il faut pouvoir la documenter très précisément dans son programme, dans son projet. Mais, encore une fois, voilà, le problème qu'on rencontre, c'est que même face à cet effort de rationalisation politique, programmatique, eh bien, précisément la colonisation des esprits, il faut y revenir aussi, cette colonisation médiatique, qui sont comme une machine de guerre, et ce qui donne ce que tu as indiqué très bien sur les formes de sociabilité, ces formes non seulement de banalisation du racisme, mais même de distinction par le racisme. C'est devenu non plus honteux, c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer de contribuer, sans forcément faire de la morale, parce que c'est pas la morale qui marche, mais à remettre la honte au racisme, et c'est ça qui est devenu un des ressorts majeurs de cet électorat, avec cette sociabilité permanente. Par exemple, on mange du CNews et donc du racisme absolument toute la journée, et dès lors, quand on se retrouve au troquet du coin le soir, c'est ça qu'on partage.
Et c'est ce que montre notamment Benoît Coquart, quand il étudie, quant à lui, l'électorat de l'extrême droite dans le Grand Est, c'est que la honte, c'est de voter pour la gauche. Parce que c'est supposément être soit un cassos, selon l'expression choisie, par cette idéologie raciste, et en fait de mépris de classe et de condescendance de classe, mais c'est soit défendre les cassos ou être un cassos soi-même. Donc voilà, on peut faire ce travail, et ça me semble très très important de dire, par exemple, le RN, c'est quoi son programme? Il y a une sorte de porte-à-faux gigantesque qui montre l'escroquerie généralisée de ce parti. C'est-à-dire que si on mène des enquêtes justement de sociologie politique, on s'aperçoit que, peut-être que tu pourras confirmer Christelle, plus de 80% de l'électorat du RN sont favorables à des mesures comme rétablir l'impôt sur la fortune. Mais le RN vote contre. Comme taxer les super profits, les profits des grandes entreprises du CAC 40. Mais le RN est systématiquement contre. Les grands partis, plus de 80%, là aussi parfois jusqu'à 90% de cet électorat, qui est très hétérogène socialement et qui est très interclassiste, mais une grande partie est favorable à l'idée de réindexer les salaires sur les prix, ou encore de bloquer les prix des produits de première nécessité. Mais systématiquement, le RN vote contre ces mesures-là. On a pu en faire la démonstration par leur vote, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen sur d'autres mesures. Et quand on regarde le programme du RN, oui, c'est un programme pour favoriser le capital. Par exemple, non seulement ils ne sont pas favorables à l'idée de rétablir l'ISF, mais ils veulent encore étendre ce type d'exonération fiscale, de suppression d'impôts, notamment l'impôt sur la fortune immobilière. Ils veulent supprimer l'impôt sur la fortune immobilière. Donc c'est pas du tout étonnant qu'une grande partie, une partie de plus en plus importante du patronat français, en l'occurrence ici, mais ailleurs c'est valable aussi, se rallie à cette extrême droite. On le voit bien sûr avec Bolloré et l'empire bolloréen, on le voit avec Pierre-Édouard Stérin, on le sait, et on sait que ça va faire très mal l'année prochaine, puisque le but c'est quand même de faire gagner à l'extrême droite aux élections municipales par une sorte de colonisation généralisée des idées de l'extrême droite, mais on le voit de manière beaucoup plus générale, et on a pu faire la démonstration qu'il y avait un article du Nouvel Observateur il y a quelques semaines qui parlait de la tentation des patrons vis-à-vis du RN. Bah oui, c'est pas du tout étonnant, fascisme et grand capital. Il y a des économistes qui ont pu montrer d'ailleurs que si le programme du RN était appliqué, eh bien, ça favoriserait 10% les plus riches au détriment de 30% les plus pauvres. Donc les 10% les plus riches s'enrichiraient encore, et les 30% les plus pauvres s'appauvriraient. Alors, là où j'ai peut-être une petite divergence avec Christelle, mais on pourrait en discuter, c'est sur la gauche. Alors, par exemple, sur ce que tu as avancé sur l'idée que la gauche aurait abandonné le monde du travail. Bon, moi, je pense que pour battre l'extrême droite, en effet, il faut un projet, mais il faut aussi déjà lutter contre cette machine de guerre médiatique qui justement va banaliser et complètement dépolitiser le RN, qui va toujours se placer sur son propre terrain, qui va toujours mettre en avant les trois piliers de son programme, c'est-à-dire l'insécurité, l'islam et l'immigration. Et jamais, justement, faire la démonstration de ce qu'est concrètement ce programme, notamment pour les classes populaires. Donc, il faut avancer aussi un programme contre cette machine de guerre médiatique. Et là, on peut tout à fait s'appuyer d'ailleurs sur une histoire qui nous est très chère et qui vous est très chère ici, c'est celle du CNR. Parce que le CNR avait des choses à dire sur les médias. Le programme du CNR disait qu'il fallait mettre les médias à l'abri des puissances de l'argent. Et donc, il faut mettre en avant des mesures très concrètes, notamment priver tous ces médias qui ont déjà été condamnés pour incitation à la haine, et notamment incitation à la haine raciale, de leurs subventions publiques. Il faut aller bien au-delà, en fait. Il faut prendre des mesures de loi anti-concentration des médias. Il faut imaginer un conseil national avec une auto-organisation par la base, avec des usagères et usagers des médias et des journalistes, faire en sorte que justement l'indépendance des journalistes soit respectée, avec un véritable conseil de déontologie.
Il faut aussi que les amendes en cas de condamnation soient à la hauteur et proportionnelles au chiffre d'affaires, évidemment, de ces 11 milliardaires qui détiennent l'essentiel des médias. Parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre ce que tu viens d'expliquer très justement sur ce qui est venu, la grille raciste, hein, pour reprendre les termes que tu as employés, la grille raciste qui est venue se poser sur la dimension sociale, si on n'a pas, encore une fois, tout le monde l'a à l'esprit, hein, forcément, ce battage médiatique, mais qui ne vient pas que de l'Empire glorien, par exemple. Hein. On pourrait donner beaucoup d'exemples des services publics qui ont adopté de plus en plus un langage, le service public des médias, un langage justement de nature à tendance xénophobe. Moi j'ai en tête par exemple une interview que Alix Bouillaguet, une journaliste de France Info TV, avait faite avec Laurent Jacobelli, un grand méchant du RN, numéro 3 sur la liste des élections européennes, et il parlait des Français supposément issus de l'immigration, bon, catégorie essentialisée, et elle a dit, c'est elle qui a dit ça, ah oui, mais ils sont français, il faut faire avec, d'accord ? Et ça, c'est sur le service public. Bon, alors je termine sur le que faire, parce que moi, je ne pense pas du tout que la gauche ait abandonné le monde du travail. Et je regrette que certains responsables politiques, qui sont des camarades, aient pu dire ça. Je crois vraiment qu'au contraire, les luttes sociales, et c'est comme ça aussi qu'on pourra battre l'extrême droite, c'est en gagnant des luttes, c'est en faisant en sorte de visibiliser le programme. Et c'est très difficile hein, quand il y a 11 milliardaires qui ne veulent absolument pas de visibilisation pour cette gauche et qui sont en train de retourner aussi complètement, c'est orwellien la période, hein, orwellien en sens où voilà, le mensonge c'est la vérité. Je pourrais vous donner plein d'exemples très précis sur tous ces gens qui disent qu'aujourd'hui les fascistes c'est LFI. Et je cite spécialement LFI parce que, en fait, il me semble que, quoi qu'on pense, je ne suis pas la France insoumise, mais je m'en sens très solidaire. Je m'en sens très solidaire, y compris face au déversoir monstrueux d'attaques contre cette organisation politique qui est présente sur le terrain des luttes, qui n'a pas du tout abandonné le monde du travail, qui va se dire les grévistes sur les piquets de grève, qui a permis que des travailleuses et travailleurs, y compris femmes de chambre, soient présentes à l'Assemblée nationale. C'est pas possible. Là, il faut de la solidarité. Encore une fois, quelles que soient les critiques, les discussions, les divergences, les désaccords, il faut de la solidarité entre nous parce qu'on ne pourra pas battre l'extrême droite si on n'est pas un minimum fédéré sur un socle. De laisser dire à flot continu que LFI est le premier parti antisémite de France, alors qu'en fait, cette accusation abjecte, ignoble, et ignoble d'abord pour la lutte contre le véritable antisémitisme, c'est une accusation qui est portée parce que depuis des mois et des mois, LFI dénonce ce qu'elle considère être comme un génocide à Gaza. Voilà, on a un programme. J'entends souvent parmi nous, c'est vrai, mais nous, par rapport à l'extrême droite, on n'a pas de programme. Mais si, on a un projet. Il est décliné de 1000 manières. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias, par la force des choses. Mais il est décliné de 1000 manières, entre des mesures d'urgence sur plein de questions, mais je n'ai même pas besoin de les reprendre ici parce que vous les connaissez et que, en fait, j'ai déjà dépassé mon temps de parole. Et sur les mesures d'urgence, mais plus fondamentalement aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est de plus en plus axé sur la question plus radicale du rapport au capital, justement, du rapport au productivisme, du rapport à l'extractivisme, du rapport à cette destruction généralisée de l'humain et du vivant. Et donc c'est aussi pour ça que cette machine de guerre, elle s'en prend à nous. Mais il faut le rappeler, il faut le défendre sans cesse, ne pas trop se dire que voilà, on a abandonné, non, c'est pas vrai. On a un véritable projet de justice, d'égalité et d'émancipation, et c'est ça qu'on défend ensemble.